Je pliais le linge dans le salon lorsque j'ai entendu le cri. Ce n'était pas l'un de ces hurlements de crise que les enfants poussent après un pic de sucre. C'était aigu, paniqué, réel. Mon fils de 5 ans, Théo, jouait dans la cuisine avec son jus d'orange pendant que ma sœur, Sophie, le surveillait. Du moins, c'est ce que je croyais. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'ai laissé tomber la serviette, le cœur battant, et je me suis précipitée à l'intérieur. Ce que j'ai vu m'a glacé sur place. Théo était recroquevillé en boule sur le sol, ses petits bras recouvrant sa tête. Sophie se tenait au-dessus de lui, une ceinture en cuir pendue à sa main comme si elle était une extension de sa rage. Son verre avait renversé du jus partout, mais tout ce que je pouvais voir était la nouvelle marque rouge vif s'épanouissant sur son dos. « Sophie » ai-je crié, arrachant la ceinture de sa main. « Qu'est-ce que tu es en train de faire, bon sang ?» Elle n'a pas bronché. Elle n'avait même pas l'air désolée. Il a manqué de respect à ma cuisine. Il a renversé du jus sur mon sol propre et il a ri. Il a 5 ans, ai-je crié. Il ne l'a pas fait exprès. Sophie a levé les yeux au ciel et a croisé les bras. Les enfants ont besoin de discipline, Emma. Pas de vos conneries de parentalité douce. Tu le couves comme s'il était une poupée. Pas étonnant qu'il soit gâté. Je tremblais. Je me suis agenouillée à côté de Théo, qui pleurait silencieusement dans ses petits poings. Ça va, mon bébé. Maman est là, ai-je murmuré, le tirant sur mes genoux, le protégeant. Sophie a encore ricané et est sortie de la cuisine comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas venait de fouetter un enfant de 5 ans avec une ceinture. J'aurais dû partir sur le champ. Mais le pire, c'est que nous étions logés temporairement chez mes parents. Après mon divorce, je n'avais nulle part où aller. Mon ex avait tout pris, et la bataille juridique avait drainé ce qui me restait. Alors, quand ma mère a offert de nous laisser rester dans la chambre d'amis jusqu'à ce que je me remette sur pied, j'ai dit oui. Je n'avais aucune idée du prix que ce oui me coûterait. Plus tard dans la nuit, j'étais assise en face de ma mère dans la salle à manger tamisée. Théo dormait à l'étage, son petit visage gonflé par les pleurs. Je lui ai tout expliqué, absolument tout. Je l'ai supplié de voir la vérité. Mais au lieu de l'indignation, elle a siroté son vin et a dit « Emma, tu réagis toujours de manière excessive. Rachel n'est pas parfaite, mais c'est ta sœur. » Elle ne voulait pas, elle l'a frappée, ai-je dit, parvenant à peine à garder ma voix stable, avec une ceinture plusieurs fois. Ma mère a haussé les épaules. Et c'est comme ça qu'on vous a élevés, vous les filles. Vous vous en êtes bien sorties. Non, je ne m'en suis pas bien sortie, ai-je murmuré. J'ai passé des années en thérapie pour me sentir à nouveau comme un être humain. Elle a soupiré comme si je l'épuisais. Ne fais pas une montagne d'une taupinière. Si tu appelles la police, tu vas ruiner sa carrière. Elle vient d'obtenir ce poste d'enseignante. Elle est enfin stable. Mon sang est devenu de la glace. Tu te soucies plus de son travail que de ton propre petit-fils ? Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Le silence disait tout. Le lendemain, Sophie a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a même apporté à Théo un nouveau camion-benne, souriant comme si cela effaçait les bleus sur son dos. J'ai gardé mes distances, mais à l'intérieur, j'étais en train de me désagréger, déchirée entre la survie et la justice. Cette nuit-là, Théo s'est réveillé en pleurant, serrant sa couverture et disant « Je serai sage, maman. S'il te plaît, ne laisse pas tante me faire du mal à nouveau. » Quelque chose a craqué en moi. J'ai su alors, peu importe à quel point j'étais fauchée, peu importe le nombre de ponts que je devais brûler, j'allais nous faire sortir de là. J'ai attendu le matin, emballé tout ce que nous possédions dans 3 sacs poubelles et un panier à linge. Alors que je le chargeais dans ma vieille Renault Clio, ma mère se tenait sur le porche, les bras croisés. « Tu fais une erreur », a-t-elle lancé. « Ne viens pas pleurer quand tu seras à nouveau sans abri. » Je n'ai même pas regardé en arrière parce que je n'avais plus rien à perdre. Le motel sentait l'eau de Javel et la tristesse. Cette première nuit après avoir quitté la maison de mes parents, Théo et moi nous sommes blottis dans un lit jumeau, le bourdonnement du panneau de vacances au néon clignotant à travers les stores poussiéreux.
Je le tenais serré pendant qu'il dormait, grimaçant à chaque fois que son petit corps bougeait et effleurait les bleus sur son dos. Je ne pouvais pas me permettre grand-chose, juste assez pour une semaine. J'avais 317 € sur mon compte, 2 paires de vêtements propres, et un enfant qui sursautait maintenant lorsque quelqu'un haussait la voix. Mais j'avais aussi autre chose. La colère. J'avais vécu toute ma vie sous l'aversion de la discipline de ma famille. Des claques qui brûlaient. Des mots qui s'accrochaient. Un favoritisme si flagrant qu'il laissait des cicatrices plus profondes que des ecchymoses. Mes parents adoraient Sophie. Son sourire poli, son charme répété, sa capacité à manipuler n'importe qui pour lui faire croire qu'elle était innocente. Mais elle ne l'était pas. Elle était dangereuse. Et je n'avais plus laissé ce danger toucher mon fils. J'ai passé les jours suivants à postuler pour chaque emploi accessible à pied. Théo dessinait dans la Bible du motel pendant que je passais des appels à froid, remplissais des formulaires, et lui promettais silencieusement que les choses allaient s'arranger. J'ai pris des quarts de nuit dans un supermarché ouvert 24h24 pour réapprovisionner les rayons. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Je n'ai dit à personne où nous étions, pas même à Béatrice, ma meilleure amie, parce que je savais que ma mère appellerait, nous retrouverait, essaierait de me culpabiliser pour que je rentre. Ils appelaient toujours ça, la maison, quand ils voulaient quelque chose. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé un deuxième travail de transcription à distance. Je m'asseyais dans le hall du motel sur leur ordinateur ancien pendant 6 heures par nuit, tapant à travers des enregistrements judiciaires crépitants avec Théo dormant à côté de moi dans une forteresse de fauteuils du hall faite de couvertures. Mais la justice brûlait derrière mes yeux. Je n'allais pas laisser tomber. J'ai tout documenté. Photo des bleus de Théo. Un mémo vocal de la nuit où il s'est réveillé en pleurant. Des textos que j'avais envoyés à ma mère. Ceux où elle disait « Tu exagères tout. Ta sœur ne faisait que le corriger. » Et puis il y a eu le point de rupture. Un appel des services sociaux, aide sociale à l'enfance, ASE. Je n'avais pas encore signalé Sophie, mais quelqu'un avait déposé une dénonciation anonyme. Lorsque l'assistante sociale est arrivée au motel, j'ai paniqué. J'ai pensé qu'ils étaient là pour prendre Théo, mais au lieu de cela, elle a dit calmement, « Nous avons reçu un signalement de maltraitance physique. Souhaitez-vous déposer une plainte officielle ?» J'ai hoché la tête et j'ai ouvert le dossier que j'avais constitué depuis la nuit de notre départ. Il ne s'agissait plus seulement des bleus. Il s'agissait du système qui permettait à des personnes comme Sophie et ma mère de se cacher derrière la société polie et d'appeler ça de la discipline. J'ai tout donné à l'assistante sociale. J'ai même parlé de la fois où Sophie m'avait tiré par les cheveux dans l'escalier quand nous étions petites et comment ma mère m'avait dit que c'était de la rivalité fraternelle. L'enquête a commencé. Ma mère a essayé d'intervenir presque immédiatement. Elle m'a appelé depuis un nouveau numéro, a dit que j'étais encore dramatique et que Sophie risquait de perdre son permis d'enseigner. Elle le devrait, ai-je répondu. Tu détruirais la vie de ta propre sœur pour une petite fessée. Non, ai-je dit, pour agression sur un enfant de 5 ans. Puis je l'ai bloqué. Les semaines qui ont suivi ont été tendues. Sophie a essayé d'appeler, d'envoyer des textos, même d'envoyer des emails disant des choses comme « Je suis désolée que ça ait dégénéré. Tu sais à quel point l'enseignement est difficile. » Elle essayait de créer une trace de remords. J'ai transmis chaque message à l'ASE. Puis est venue l'audience du tribunal. Elle pensait que je ne viendrais pas. Elle pensait que j'étais toujours cette petite sœur effrayée et silencieuse qui cédait toujours. Mais cette fois, j'ai amené une avocate, mon assistante sociale de l'ASE, mes preuves, et le pédiatre de Théo, qui avait confirmé que les bleus n'étaient pas accidentels. Sophie était assise là en perles et prétextes, s'essuyant les yeux comme si elle était la victime. Ma mère était assise derrière elle, les bras croisés, me lançant des regards noirs tout le temps. Mais rien de tout cela n'a fonctionné. Le juge a statué en ma faveur. Une ordonnance restrictive a été délivrée contre Sophie et elle a été signalée à la commission scolaire. Elle a perdu son emploi 2 semaines plus tard. Ma mère a crié au téléphone que j'avais ruiné la famille. Mais en vérité, je l'avais sauvée d'elle. Je n'ai pas pleuré en recevant l'ordonnance du tribunal.
J'ai pleuré quand Théo a souri à nouveau. Un vrai sourire, celui qu'il n'avait pas porté depuis des semaines. 2 ans ont passé. 2 longues années, éprouvantes et de guérison. Théo a commencé la maternelle dans une nouvelle école avec des enseignants qui comprenaient l'encouragement d'où plutôt que la peur. Il sursautait toujours lorsqu'il entendait le claquement de ceinture à la télévision, mais il ne se réveillait plus en sueur froide. J'ai obtenu un petit appartement avec une cour inégale et un évier qui fuyait, mais il était à nous. Il a peint la boîte aux lettres en rouge avec son nom en lettres tordues, et chaque fois que je l'ouvrais, cela me rappelait le chemin parcouru depuis le hall de ce motel. Et je n'ai jamais regardé en arrière jusqu'au jour où ma mère s'est présentée à mon travail. Je gérais une petite succursale de bibliothèque locale à ce moment-là, enfin sur mes pieds et faisant un travail que j'aimais. Je réorganisais le coin enfant lorsque j'ai vu son reflet dans la vitre. Vieilli, amer, enveloppé dans un châle de faux créateur comme s'il détenait encore du pouvoir. Je n'ai même pas bronché. « On peut parler ?» a-t-elle demandé, ses yeux lançant des regards furtifs comme ceux d'un voleur. « Je suis en service », ai-je répondu sans me retourner. « Je suis ta mère. »« Non », ai-je dit calmement mais froidement. « Tu étais la mère de Sophie. J'étais juste quelqu'un que tu as élevé pour être silencieux. » Elle a ricané, s'est approchée. « Sophie ne va pas bien. Elle a tout perdu. Sa maison, ses amis. Elle boit maintenant. C'est toi qui as fait ça. » Non, ai-je dit à nouveau, cette fois en lui faisant face. Elle a fait ça toute seule. J'ai juste arrêté de couvrir ses actes. Ses yeux se sont plissés. Nous avons perdu notre réputation à cause de toi. Tu as perdu ton masque. Elle a fait une pause, puis a adouci sa voix. Théo mérite de connaître sa tante. La famille est la famille. J'ai penché la tête. Tu sais ce que Théo a dit quand je lui ai dit que Sophie n'avait pas le droit de le voir? Elle a cligné des yeux. Quoi? Il a dit, tant mieux. Je ne veux pas que la dame à la ceinture soit près de moi. Le visage de ma mère s'est tordu. Pendant une seconde, la vraie elle a fait surface. Celle qui claquait les portes et disait que j'avais de la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Mais ensuite, ça s'est amélioré. Une semaine après cette visite, j'ai reçu une lettre par la poste, écrite à la main, de la part de Sophie. Je te pardonne, disait-elle. Pardonne-moi. La lettre s'est emballée sur la difficulté de sa vie depuis l'incident, sur le fait que le retrait de son permis était excessif, et sur son espoir que je passe à autre chose que de la rancune. Alors, j'ai répondu par une seule phrase. Le pardon sans responsabilité n'est qu'une manipulation maquillée. Je l'ai posté sans adresse de retour. Mais le karma ne s'est pas arrêté là. Le même district scolaire qui l'avait renvoyé m'a contacté pour intervenir lors d'une conférence annuelle sur la sécurité des parents. Apparemment, quelqu'un avait partagé mon discours de procès en interne. J'ai fait une conférence intitulée « Quand la famille est le danger ». Mon nom a commencé à circuler. Une organisation à but non lucratif m'a offert un poste pour diriger un petit programme de subvention pour les survivants de violences familiales. J'ai dit oui et j'ai créé quelque chose de nouveau. Le projet Théo, un petit centre de ressources où les enfants pouvaient signaler la violence familiale sans crainte, anonymement, en toute sécurité et protégés. 1 an après cela, la ville nous a accordé un financement pour l'expansion. La cérémonie de coupure du ruban était prévue pour une matinée de printemps chaude. Théo portait un petit costume. Je portais un blazer bleu marine et un cœur qui ne tremblait plus. Le maire m'a tendu les ciseaux. Je me suis tournée vers la foule et j'ai remercié les personnes qui croyaient aux secondes chances, à la justice, à la guérison. Et puis je les ai vues au fond. Ma mère seule, pas avec Sophie, pas avec qui que ce soit, juste une ombre d'elle-même. Elle n'a pas salué. Elle a juste fixé. Je ne l'avais pas invitée, mais je n'ai pas non plus interrompu la cérémonie, car cette journée ne la concernait pas. Elle concernait chaque enfant qui avait un jour entendu « ce n'est pas grave », tout en soignant des blessures que personne ne voulait voir. Elle concernait Théo, qui riait maintenant sans peur. Elle me concernait, moi, qui enfin, après une vie de silence, ai parlé assez fort pour être entendue.
Alors que la foule applaudissait et que les appareils photo crépitaient, je me suis murmuré une chose. Tu as survécu, et c'est ça qui comptait. Pas la vengeance, pas le retour de manivelle, mais se relever des flammes sans les laisser vous consumer. Ma sœur a battu mon enfant avec une ceinture. Ma mère a ri. Mais j'ai construit quelque chose de plus fort que leur cruauté. Un avenir, une voie, un héritage, et surtout, un endroit sûr pour ceux qui n'en avaient pas.